Je vous laisse la main pour démarrer. Oui, Heu, super. Donc il y a un enregistrement qui est en cours pour les personnes qui seront par là pour le replay. Hem, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez toutes? Oui. oui, Ouais? OK, Oui, c'est bon super. pour moi. OK, le titre de ce webinaire, auquel vous êtes inscrites, c'est «Les femmes entrepreneurs, 3 clés de réussite» que je vais vous partager, aujourd'hui. Un webinaire qui est organisé par Safigec, un cabinet d'expertise comptable. Donc je vais laisser, Jean-François, qui est avec nous et qui est associé, introduire le sujet si tu veux bien, D'accord. Jean-François. Eh Ouais? ben, bonjour à tous. Donc Jean-François Versat, je suis président du groupe Safigec. Je suis ravi en fait de pouvoir vous proposer ce webinaire aujourd'hui, euh, qui est dédié, je dirais, à l'entrepreneuriat féminin. C'est une cause qui nous tient à cœur chez Safigec, et c'est aussi de pouvoir commencer à vous proposer des webinaires ciblés sur certaines problématiques, et puis que ça sorte aussi parfois des webinaires techniques qu'on peut vous proposer. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer Aurélia lors d'une formation qu'elle animait, parce qu'elle ne s'adresse pas que aux femmes. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir témoigner dans le livre qu'elle a écrit. Donc j'en suis ravi. Donc c'est vrai que quand on a discuté il y a quelques mois, il me semblait intéressant aujourd'hui de pouvoir proposer ça à nos clients. Et puis parce que je pense qu'avant, quand on démarrait une entreprise et qu'on était patron, on se mettait un costume et il fallait essayer d'éviter d'être nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, je vois, de par l'expérience qu'on a dans l'accompagnement de nos clients, que de plus en plus, en fait, c'est d'être soi-même qui fait la réussite des projets entrepreneuriaux. Et voilà, parfois c'est un peu difficile d'allier être nous-mêmes et rester patron, se mettre cette carapace. Donc c'était aussi important de pouvoir accompagner nos clients dans cette démarche. Et c'est tout naturellement en fait qu'on a demandé à Aurélia de pouvoir animer ce webinaire qui, j'espère, vous satisfera entièrement. Merci beaucoup Jean-François. Et Merci. comme voilà, tu restes parmi nous, n'hésite pas si tu as besoin et envie de partager des choses de par ton expérience. Si tu as des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais reprendre. Merci à toutes de vous être inscrites. Comme vous l'avez peut-être vu sur le lien d'invitation à ce webinaire, on a 27% de dirigeants d'entreprises qui sont des dirigeantes, donc des femmes. Donc, ça reste encore très faible. Et il y a des domaines dans lesquels les femmes sont encore très peu représentées, comme le domaine de la tech, où elles sont 17% à être dirigeantes d'entreprise. Donc là, l'intention en fait de ce webinaire, c'est de parler un petit peu des challenges que l'on peut rencontrer. Quels sont les challenges que l'on rencontre quand on est une femme et une femme entrepreneur? Et surtout, comment accompagner les femmes entrepreneurs à prendre pleinement leur place en elles-mêmes, en leur corps, en leur posture et leur place dans le monde au travers de leur activité et de leur activité entrepreneuriale. Ce que je vais partager, ça s'applique évidemment aux entrepreneurs puisque c'est le thème du sujet, du webinaire, que l'on va faire ensemble, mais ça va s'appliquer aussi, aux femmes qui sont salariées, et aux femmes qui sont, mères au foyer. Donc c'est une posture en fait d'entreprendre sa vie, et c'est pas seulement entreprendre au travers de son entreprise. Alors bien sûr, il y aura des clés qui seront plus adaptées à l'entrepreneuriat, mais de manière générale, ça va s'appliquer à toutes les femmes. Donc, ce que je vous propose peut-être avant de commencer, c'est de me présenter, même si Jean-François a déjà donné quelques petites indications. Donc, moi, je m'appelle Aurélia Monaco, je suis entrepreneur depuis 6 ans. J'ai créé mon entreprise ici et ailleurs en 2018 et je suis coach professionnel. Je suis également formatrice sur des domaines comme l'intelligence émotionnelle, le leadership au féminin, l'hypersensibilité. J'ai écrit un livre qui a été publié en 2022, J'assume mon hypersensibilité, qui est un guide pour les personnes hautement sensibles afin de mieux se connaître. Il faut savoir qu'on a à peu près une personne sur trois qui est hypersensible. Parmi vous, il y a forcément des personnes hypersensibles. Et le monde du travail est parfois très difficile pour des profils très sensibles.
C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et Jean-François fait partie des 7 personnes qui ont été interviewées, qui partagent leur façon de voir le monde par le prisme de leur sensibilité. Et puis, auparavant, j'étais avocate fiscaliste, donc j'avais suivi un chemin, disons, un peu plus tracé, un peu plus linéaire, en faisant des études de droit, en me destinant à être avocate. Et j'ai travaillé pendant 7 ans, 4 ans en cabinet d'avocat, 3 ans en grand groupe chez BNP, sur de la mobilité internationale et de la fiscalité. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ces clés, bien sûr, ce ne sont pas des vérités, ce sont des partages d'expériences, à la fois de ma propre expérience en tant qu'entrepreneur et aussi des femmes que j'accompagne. J'ai le plaisir d'avoir vu qu'il y en avait une d'entre elles aujourd'hui, donc si elle aurait envie de partager certaines choses, ce sera avec plaisir. Mais voilà, je tiens à vous dire que c'est pas des vérités absolues, c'est simplement des clés pour que vous puissiez vous-même voir ce qui résonne et aller creuser de votre côté ou en étant accompagné si vous le désirez. Donc avant de commencer, moi je serais ravie un petit peu de savoir qui vous êtes. Donc ce que je vous propose, c'est d'indiquer dans le chat euh, où vous êtes géographiquement et puis ce que vous faites. Et idéalement, vérifier que vous avez bien coupé le micro pour que tout le monde puisse être à l'aise pendant le webinaire. Donc, si vous pouvez juste nous dire dans le chat d'où vous venez géographiquement et ce que vous faites. Quelle est votre activité? Dans quel domaine vous êtes entrepreneur? Et puis, si vous souhaitez, depuis combien de temps? Alors, bonjour Laurence, donc Seine-et-Marne, expert comptable, super. Donc là, on a la chance d'avoir un cabinet d'expertise comptable qui a compris que la comptabilité était importante, mais n'était pas suffisante dans l'accompagnement de ses clients. Et du coup, je serais intéressée aussi d'avoir des retours de personnes qui sont expertes, qui sont dans l'aspect technique. N'hésitez pas à poser justement vos questions pendant le webinaire pour voir ce qui vous manque sur l'aspect peut-être moins technique dans l'entrepreneuriat. Alors, Aurara, Valentin et Geoffrey, nous œuvrons chaque jour pour soutenir des entreprises du BTP en Isère. Super, 365 adhérents. Ok, donc des domaines très variés. On a Claudie, bonjour Claudie à Lyon, salariée responsable RH, bienvenue. Alors, Adève, je ne connais pas le prénom, mais coach également. Donc, ça doit être Aurora, Valentin et Geoffrey, si j'ai bien suivi. Claire, qui est avocate conseil en entreprise en Normandie, mais je le savais déjà, effectivement. C'est la Claire dont je parlais tout à l'heure. Anouk, bienvenue Anouk, conceptrice en aménagement chargée d'affaires dans la vente de salles de bain. Amandine, près de Lille, société de nettoyage. Vanina, en Guadeloupe, 5 heures du mat, chirurgien dentiste, envie de plein de choses dans mon petit cabinet. Ben, merci de vous être réveillée si tôt pour être avec nous. Magali, bienvenue. Alors, bienvenue à toutes. Chef de mission, cabinet comptable, coach, superviseur. Je ne vais pas lire tout, sinon ça prendra du temps et je vais aller dans le détail. Mais en tout cas, merci de vos partages. Je vois qu'il y a vraiment des profils variés. Justine, bienvenue. Masseuse, kiné, masseur, pardon, j'ai un petit bug. Julie, qui fait partie de Safigec, associée. Chef de mission comptable, comptable, j'en ai beaucoup de comptables. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes un petit peu partout en France et ailleurs. Donc, vraiment bienvenue. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, moi, ça va être des clés plutôt personnelles, plutôt de posture, pas des clés de coaching business. J'ai pas de recette magique, mais en revanche, voilà, je peux vous partager ce qui fonctionne pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Alors, avant de vous partager la première clé, je voulais vous poser une question. À votre avis, quel serait l'ingrédient commun et essentiel si vous souhaitez avoir un discours intérieur négatif envers vous-même, si vous souhaitez avoir des relations déséquilibrées dans votre environnement personnel, si vous
d'être pas prêt à recevoir beaucoup d'opportunités, si vous avez du mal à demander une augmentation, si vous avez de la peine à recevoir des honoraires élevés pour vos services, à votre avis, quel est l'ingrédient commun à toutes ces situations? Donc, je répète, c'est un petit peu si vous parlez mal dans votre tête, si vous avez des relations qui ne sont pas épanouissantes, si vous avez des difficultés à recevoir, à valoriser vos services, à poser des limites également, à votre avis, quel est le point commun à toutes ces situations? Vous pouvez le dire soit dans le chat, soit ouvrir vos micros. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez le dire aussi. Anou qui dit manque de confiance en soi, ok. N'hésitez pas. Estime de soi, Virginie. Manque de confiance en soi, Claire, ok. S'il y a d'autres partages, n'hésitez pas. Se sous-estimer, Vanina, effectivement. Alors, effectivement, vous êtes très, très proche de la clé que je voulais partager. Mauvaise image de soi, Justine. Oui, tout est très lié. Parce qu'en fait, la première clé pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est avoir une juste estime de soi, une bonne estime de soi. Et effectivement, le point commun à toutes ces situations, c'est un manque d'estime de soi. L'estime de soi, vous allez vous dire, bon, quel est le rapport avec l'entrepreneuriat? En fait, il y a un rapport énorme dans toute carrière d'ailleurs, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat particulièrement parce que on se met encore plus, je dirais, à nu dans notre activité et donc on est encore plus connecté à son estime parce qu'on a moins le cadre de l'entreprise, du salariat qui va faire écran. Bien que même dans le salariat et dans la vie de tous les jours, on ait besoin d'avoir une bonne estime de soi. Donc, je dis juste estime de soi plutôt que bonne estime de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'idées reçues sur avoir une bonne estime de soi, une haute estime de soi. euh, du- des idées reçues telles que je vais être orgueilleuse, je vais prendre les gens de haut, je vais pas être humble, etc. Pas du tout. Une juste estime de soi, c'est avoir conscience de sa valeur. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, en fait, c'est la valeur que l'on pense avoir en tant que personne. C'est la valeur qu'on pense avoir en tant que personne et ce n'est pas du tout la valeur que l'on a en général. C'est-à-dire que très souvent, on pense avoir une valeur qui est X et on a une valeur qui est Y. On a tous et toutes une valeur qui est absolue. En tant que personne, en tant qu'être vivant, le simple fait d'être en vie fait que nous avons de la valeur. Maintenant, en fonction de notre histoire, en fonction de notre enfance, en fonction de nos croyances, on peut avoir une très faible estime de soi. Et je vais commencer par une question. D'après vous, à partir de quel âge l'estime des petites filles, des jeunes filles diminue-t-elle? 8 ans, 12 ans ou 17 ans? Est-ce que vous voulez partager dans le chat à partir de quel âge? 12 ans, 17 ans, 8 ans, Céline 8 ans, 8 ans, ok. Eh bien, la réponse, c'est 8 ans, effectivement. C'est à partir de 8 ans que l'estime de soi des petites filles va diminuer. Donc, par comparaison aux garçons de même âge, l'estime des petites filles va diminuer à partir de 8 ans, quand l'estime des garçons va moins diminuer à partir de cet âge. Pourquoi? Parce que très tôt, il y a des projections de la société sur les femmes. Vous parliez tout à l'heure dans le chat d'image de soi. Donc, il y a un rapport à l'image, au physique, il y a un rapport à la place. Il y a des études qui montrent que dans les cours d'école, les garçons vont prendre plus de place dans les jeux et les petites filles vont prendre un petit peu la place qui reste. Donc, en fonction de notre enfance, mais aussi en fonction de la société et de l'éducation, on va avoir plus ou moins une bonne estime de soi. Et cette estime de soi, elle est enfouie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. Elle est, comme le montre ce schéma, elle est dans nos racines, elle est dans notre partie inconsciente, dans notre partie invisible.
elle est liée à l'être, c'est-à-dire la valeur que l'on a quand on ne fait rien, la valeur que l'on a quand on n'a pas de bien, la valeur que l'on a quand on n'a pas d'argent. Quelle est la valeur que vous pensez avoir en tant que personne? Au-delà de vos biens matériels, au-delà de vos réussites, au-delà de vos diplômes, au-delà de votre apparence. C'est vraiment, est-ce que j'ai de la valeur en tant que personne? Donc j'ai indiqué ici la valeur que vous pensez avoir en tant qu'être humain, c'est-à-dire entre guillemets, j'ai mis ce verbe penser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien plus profond que ça, c'est très inconscient. Votre estime, elle s'est construite principalement entre 0 et 7 ans, voire même avant 0, si on considère la vie intra-utérine. Le regard que vos parents ont porté sur vous ou n'ont pas porté sur vous va avoir une influence considérable sur le regard que vous allez porter ensuite sur vous-même. Si vous avez ressenti un amour inconditionnel, si vous êtes senti aimé tel que vous étiez, alors vous allez développer ce qu'on appelle une bonne estime de vous-même. Vous allez par la suite vous aimer, vous allez vous donner le droit à l'erreur. Si vous êtes senti de manière conditionnelle, ce qui est le cas dans la plupart des familles, et ça ne veut pas forcément dire que ce sont des familles dysfonctionnelles, mais c'est ainsi que la vie se réalise. Très souvent, on se sent aimé inconditionnellement. Alors évidemment, il y a des cas, conditionnellement, pardon, il y a des cas plus graves que d'autres. Tous les cas de violence, d'humiliation, d'abandon, d'abus, évidemment, ont un impact très fort sur l'estime de soi. Et il y a aussi de la surprotection, de la survalorisation, de l'absence de limites. Toutes ces situations vont être le, le terrain, fertile ou non, de l'estime que vous allez vous porter par la suite. Et donc, sur le schéma, on voit que c'est profond parce qu'en fait, c'est inconscient. Et ça va devenir un petit peu votre programme, ça va devenir votre mécanisme et ça va générer des croyances qui vont être limitantes ou aidantes. C'est des croyances qui vont être limitantes si vous pensez par exemple que vous n'avez pas le droit à la réussite, si vous pensez que pour réussir, vous devez faire plaisir, si vous pensez que pour réussir, vous devez être parfaite. Tout ça, c'est un mécanisme de croyance qui va s'intégrer dans votre psyché de manière inconsciente et qui, à l'âge adulte, quand vous êtes entrepreneur, va influencer significativement vos actions ou vos non-actions. Ça peut être si vous avez la croyance que vous devez être parfaite pour être aimée, parce qu'admettons que dans votre enfance, vous aviez une pression de vos parents pour vos résultats scolaires et que vous n'aviez pas le droit aux mauvaises notes, si je donne un exemple un petit peu comme ça. Bien plus tard, en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir être éventuellement votre pire patron, patronne, vous mettre des exigences qui sont très dures, qui sont injustifiées. Vous allez peut-être procrastiner de peur de ne pas être parfaite. Vous allez peut-être vous limiter dans ce que vous allez partager parce que vous allez avoir une projection de vos propres peurs sur l'extérieur. Ça, c'est un exemple comme un autre, mais l'estime de soi a une valeur essentielle dans notre vie. Et comment savoir si on a une bonne estime ou si on a une mauvaise estime de soi? Pour moi, il y a 2 choses. La première, ça va être écouter votre voix intérieure, ce que vous vous dites dans votre tête, avant, par exemple, de prendre la parole en réunion, avant de vous lancer dans quelque chose, avant de vous, autoriser, de partager quelque chose, à vos amis, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre discours intérieur? Est-ce qu'il est, de l'ordre du tyran ou de l'ordre du meilleur ami? Et la seconde chose, ça va être vos relations intimes et personnelles, heu, notamment, tout ce qui est, amical et sentimental. Si je pense que je n'ai pas de valeur, alors je pense que je ne suis pas digne d'être aimée et alors je vais accepter des situations qui me renvoient la croyance que je ne suis pas digne d'être aimée. Donc des relations qui sont irrespectueuses, déséquilibrées, toxiques et cetera. Parce qu'en fait, le cerveau veut avoir raison. Donc le système de croyance qui s'est construit dans l'enfance continue à s'appliquer et ne veut pas avoir tort. Donc il va prouver ses croyances. Donc il va chercher inconsciemment, hein, c'est pas pour culpabiliser, c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement. C'est très inconscient. On va chercher des situations qui valident notre croyance qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisante. Et chez les femmes, c'est très très fréquent, puisqu'en fait, on verra, il y a aussi un petit peu dans l'histoire des femmes,
le droit des femmes et l'égalité des femmes, c'est quand même quelque chose de plus ou moins récent. Donc, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif chez les femmes d'être un petit peu le deuxième genre, de ne pas pouvoir être pleinement elles-mêmes et de demander finalement l'autorisation avant de faire certaines choses. Donc, l'estime de soi est à ne pas confondre avec la confiance en soi qui est plutôt sur de l'action, sur le faire, où là, ça va être plutôt dans vos capacités de réussite. Donc, en tant qu'entrepreneur, et on a besoin des deux. On a besoin de l'action, mais on a aussi besoin de l'être. Et comme le disait justement Jean-François tout à l'heure, c'est en étant pleinement soi-même qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. Donc, si je ne me connais pas moi-même, ou alors si je pense que qui je suis n'est pas à la hauteur, ça va être difficile pour moi d'être pleinement moi-même. Donc, il y a vraiment un conseil que je peux donner, c'est dans toutes les actions que vous allez mettre en place, de vous demander, est-ce que vous le faites euh, pour combler un manque de confiance en vous ou en fait, c'est pour combler un manque d'estime. Parce qu'en fait, si vous allez faire des formations, apprendre de nouvelles choses, pensant gagner en confiance en vous, mais qu'en fait, c'est bien plus profond, ça va être comme des petits pansements temporaires et sur le long terme, vous n'avez pas gagné en estime de vous-même. L'estime de vous-même, c'est vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à accepter vos zones d'ombre, apprendre à vous faire confiance, vivre en accord avec vos valeurs. Tout ça va nourrir votre estime de vous-même. Et on peut avoir une super confiance en soi et une très mauvaise estime de soi. Si on a une mauvaise estime de soi, on va avoir tendance à se dévaloriser dans les rapports, on va se mettre en situation de moins plus, parfois de plus moins, de se surestimer. Mais ce qu'on veut, c'est avoir une relation de plus, d'équilibre, d'adulte à adulte. Et la relation de moins plus va faire que dans votre entreprise, vous allez peut-être dévaloriser vos services. Vous allez peut-être accepter des choses qui ne soient pas correctes. Vous allez peut-être vous mettre en position d'infériorité par rapport à vos associés. Donc ça, c'est hyper important de gagner en estime de soi si on veut réussir dans l'entrepreneuriat. Et il y a un lien direct entre la valeur que je me porte et le prix de mes services. C'est-à-dire que plus la valeur que je me porte est faible, plus je vais accepter de brader mes prix, mon temps, mes limites. Pourquoi? Parce que si intérieurement je pense que je mérite ça et qu'on m'offre ça, je n'ai pas de place pour recevoir. Donc, ça va être trop compliqué pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter l'extérieur pour que ça matche avec le petit espace que j'ai en moi à recevoir. Donc, l'idée, c'est d'augmenter notre capacité à recevoir pour avoir des opportunités qui sont en accord avec notre valeur. En tant que femme, quand on manque d'estime de soi, on va avoir des difficultés, par exemple, à demander une augmentation. On va avoir des difficultés à poser des limites avec des clients. On va avoir des limites à augmenter ses tarifs. On va avoir des limites à voir sa valeur. Enfin, c'est vraiment, on peut avoir l'impression que c'est complètement nébuleux et inconscient, mais il faut savoir que 90% de nos actions ont une origine inconsciente. Donc, si votre estime de vous-même est très faible, 90% de vos actions vont avoir des résultats assez faibles aussi. Parce qu'il y a cette cohérence que le cerveau cherche à avoir entre ses croyances et la réalité. Donc voilà, sur l'estime de soi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un travail introspectif, éventuellement accompagné de recherche de vos croyances et de travail sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est l'enfant que l'on a en nous-mêmes, qui est blessé, et qui est aussi solaire, mais aussi d'aller voir ses blessures, d'aller le comprendre et d'aller mettre à jour ses croyances, parce que le propre des croyances, c'est elles sont souvent trop larges pour être vraies. Si je pense que je ne suis pas à la hauteur, c'est beaucoup trop large pour être vrai. En revanche, ce qui va m'aider, c'est de relativiser ma croyance et d'aller chercher des choses concrètes. Donc, un travail aussi que je vous conseille de faire, c'est d'aller lister concrètement tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Que ce soit vos diplômes, vos entreprises, votre chiffre d'affaires, vos publications, vos contrats, tout ce que vous avez réalisé, listez-le pour avoir quelque chose de tangible, de concret, parce que l'estime de soi, quand elle est mauvaise, va toujours dévaloriser ce qui est fait et ne va être que dans de l'intangible et de l'impalpable. Donc voilà pour la première clé, mesdames, c'est vraiment travailler sur votre niveau d'estime, mettez à jour vos croyances sur vous-même et surtout ne croyez pas ne croyez pas que vous pensez avoir la valeur à laquelle vous identifiez. Vous êtes beaucoup plus importante, simplement. L'idée, c'est d'aller connecter à votre puissance, comme on verra aussi par la suite.
Alors voilà pour la première clé sur l'estime de soi qui est cruciale. Ce que je vous propose, c'est de voir si vous avez des questions, des partages d'expériences aussi. N'hésitez pas à prendre la parole, soit dans le chat ou à prendre la parole en allumant votre caméra et en posant vos questions. Je suis à votre écoute. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné? Est-ce que ça vous permet de mettre en perspective, je sais que c'est un sujet aussi, assez personnel, donc ça peut être difficile, d'en parler, mais par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce qui résonne en vous? Est-ce que vous faites des liens, entre votre entreprise et votre niveau d'estime, entre la santé financière de votre entreprise et votre, niveau d'estime? Heu, est-ce que, ce sujet, c'est quelque chose qui vous a été, déjà venu en tête par le passé? N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager, en allumant votre micro et caméra. Bonjour. Bonjour. Moi, Bonjour Alice. bonjour, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur l'estime de soi et la confiance en soi. Mmh mh. Je connais quelqu'un, qui pour moi a beaucoup confiance en lui, Mmh mh. heu mais quand il doit se vendre, je trouve qu'il dévalue, ses services, j'ai l'impression qu'il sait faire plein de choses et il a du mal à évaluer son niveau de qualité de service et du coup, il se brade. Heu et c'est là que j'ai un peu de mal à faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi parce que quand pour moi, on a confiance en soi, ben, on a on est plus fort aussi, en fait. Mmh. C'est vrai que c'est subtil et c'est pour ça qu'il y avait, l'image de l'arbre, hein. C'est pas aussi binaire. Maintenant, c'est intéressant que vous ayez dit: «Il a du mal à se vendre» parce que, très souvent, il y a une confusion entre la valeur que l'on pense avoir en tant qu'être et la valeur qu'on va donner à ce qu'on propose et notamment financière et on va avoir l'impression justement qu'on se vend et on va être presque en fusion avec ce qu'on propose au lieu d'arriver à faire ce pas de côté et à se dire: «Non, c'est un service, il y a de la valeur ajoutée, mais je ne me vends pas en tant que personne» et pour avoir cette confusion entre qui je suis et ce que je vends et si j'ai l'impression que, ce que je suis, n'a pas de valeur et bien, je vais brader mes tarifs parce que, quelque part, ce que je recherche, l'amour, c'est aussi de l'argent. Enfin, on peut, faire le lien entre les 2. C'est-à-dire ce que je recherche, c'est imaginons, hein, je ne pourrais pas, conclure parce qu'il faudrait plus d'infos et que parler à cette personne, mais on peut s'imaginer que ce que je cherche, c'est d'être, acceptée. Ce que je cherche, c'est de l'amour. Si je donne un tarif qui est plus élevé, peut-être que je vais avoir, un non et peut-être que, comme je ne m'aime pas assez, j'ai peur du non, donc j'ai peur du rejet. Donc je vais sous-valoriser parce que comme ça, j'ai peut-être plus de chances, d'avoir, un contrat et j'aurai du mal à voir ma valeur. Donc là, il y a un travail sur la confiance en soi qui n'est pas forcément nécessaire, mais ça va être plutôt sur de l'assertivité et de la déconnexion entre, le prix de mes services et ma valeur et de travailler en même temps sur son niveau d'estime et sur sa capacité à recevoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à recevoir si on pense, comme je disais, qu'on n'a pas de valeur. Donc il y a vraiment un lien très fort entre l'argent Mmh. et l'estime de soi. C'est un D'accord. petit peu, puisqu'on se dit la valeur que je me porte, la valeur que je pense avoir, donc on peut imaginer que si on pense qu'on a très peu de valeur, eh bien, on aura du mal à facturer, on aura du mal à vendre ses services au juste prix. Ouais, je pense pas forcément que ça soit le cas. C'est pas quelqu'un qui pense pas avoir de la valeur ou c'est peut-être quelqu'un qui se dit: «Bah, je veux pas peut-être trop voler la personne, ça fait peut-être beaucoup», alors que ouais, bon, c'est pas un sujet simple, hein. Oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'il faudrait approfondir quelles sont les croyances, derrière, ce positionnement et puis c'est toujours, une pelote de laine à détricoter, hein. Il y a toujours plein de choses qui se mettent en place. Hem et là, il y a aussi un travail sur la confiance en soi qui serait plus de prendre confiance sur la valeur ajoutée de ce que l'on propose et d'être aligné avec, le prix que je propose et la valeur que j'offre à mes clients et vraiment de regarder, en fait, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que j'ai l'impression que je vole les gens parce que clairement c'est trop cher? Ou est-ce que j'ai l'impression que je vole les gens parce que j'ai un peu un syndrome d'imposteur, où j'ai l'impression que, c'est trop cher parce que, je minimise,
ma propre valeur. Et puis, c'est aussi très compliqué d'identifier la valeur que l'on apporte parce qu'on est tellement au clair avec ses qualités que très souvent, on va dévaloriser la valeur de nos services parce qu'on n'est pas dans la position de la personne qui les reçoit. Et quelque chose qui peut être très simple pour vous peut avoir une très grande valeur pour quelqu'un. On parle souvent d'un exemple de je me suis coincée, j'ai perdu mes clés, je suis coincée en dehors de chez moi. À un moment où le serrurier va venir, on est capable de payer très cher parce qu'à ce moment-là, c'est une grande valeur. On veut rentrer chez nous, on ne veut pas juste tourner la clé dans la porte. Et donc, c'est d'aller travailler aussi sur la valeur ajoutée des services et de comprendre d'un point de vue plutôt du client, qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma singularité? Et là, ça rejoint ce que disait Jean-François, quelle est ma particularité? Et d'aller vraiment cibler sur sa singularité, de la valoriser, de demander des témoignages clients, de demander des feedbacks, de ramener du concret pour justement contrebalancer le petit déséquilibre qu'on peut avoir entre la valeur qu'on apporte et la sensation qu'on a de ne pas assez, de voler les gens, entre guillemets, ou de voler ses clients. Parce qu'encore une fois, Ok. cette impression de voler le client, elle est trop générale. Pour être vrai, il faut aller concrétiser, et ramener les choses dans du tangible pour détricoter tout ça, en fait. Il faudrait voir ce qui se cache derrière, l'action, puisque chacune de nos actions sont guidées par des pensées que l'on a et qui sont probablement inconscientes. Donc, voilà. Je dirais travailler sur sa valeur ajoutée dans un premier temps et puis l'estime de soi aussi, aller voir s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. Ok, Merci beaucoup, merci. Anouk. Vanina, je suis en voyage vers moi depuis septembre. Je saisis chaque opportunité pour me revaloriser. C'est intéressant aussi de parler d'opportunités parce que dans l'entrepreneuriat comme dans le salariat, on peut avoir des situations qui se présentent à nous et puis on peut soit les saisir, soit en créer une nouvelle opportunité, soit ne pas les regarder. Et je pense, notamment, à des clients, par exemple, je sais que Claire, on en avait parlé, des clients qui peuvent venir vous voir pour, un service A, mais vous êtes au clair sur votre valeur ajoutée et vous avez, la conviction que le besoin de votre client, c'est pas le service A, mais c'est le service B, que vous savez pouvoir lui proposer. Et c'est du coup, comment j'arrive à reformuler une demande et à créer une opportunité avec quelqu'un qui est venu voir pour quelque chose, quand je sais que je peux lui apporter plus grâce à ma valeur ajoutée. Donc c'est aussi saisir ces opportunités pour vous affirmer, proposer quelque chose qui est en accord avec, votre singularité et voir le feedback qui arrive de l'autre part pour justement gagner en estime de vous-même. Puisque sinon, en ne le faisant pas, on peut se dire: «Bon, j'ai encore raté l'occasion, je j'ai pas osé proposer ce que je voulais, proposer». Donc vraiment avoir en tête que chaque situation, elle se présente d'une façon, mais on a toujours notre libre arbitre pour l'aménager, pour être agile et pour en créer une nouvelle. Donc merci pour votre partage. Il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, de continuer à avancer. Peut-être Anouk, si vous pouvez, couper le micro, s'il vous plaît. Merci. Alors la deuxième clé de réussite, elle va être sur la posture. Vraiment la posture de chef d'entreprise, de dirigeant. Et qui est une posture qui est très peu, enseignée, dans beaucoup de professions. Notamment, j'ai vu que vous êtes pour beaucoup dans des professions techniques, dentistes, avocats, experts comptables, coach. Alors on est très bon techniquement, puisque c'est le but, hein, c'est de servir le client avec la technique et la valeur ajoutée. Et en revanche, on va être, un petit peu plus, doué, naturellement ou pas, sur la posture de dirigeant. Et c'est là où en fait, il y a un travail aussi à faire de posture et d'aller chercher nos compétences en tant que chef d'entreprise, et de voir là où on est bon et là où on a besoin d'aide et de soutien. Et je pense que, heu, Jean-François, tu diras pas le contraire, mais j'imagine que les qualités, par exemple, les règles comptables, les obligations comptables sont essentielles pour faire vivre une entreprise, mais elles ne sont pas suffisantes parce que derrière la comptabilité, derrière les chiffres, il y a des postures, il y a des positions, il y a des apprentissages et tout ça, fait partie de cette posture de chef d'entreprise. Alors d'après vous, là j'ai encore une question pour vous, depuis combien d'années les femmes peuvent-elles travailler sans le consentement de leur mari et ouvrir un compte bancaire à leur nom?
En tout cas, depuis quelle année plutôt? Que depuis combien d'années? Je vais vous éviter de faire le calcul. Est-ce que c'est depuis 1945, 1955, 1965 ou 1968? Depuis quelle année les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire seules et travailler sans le consentement de leur mari, à votre avis? Pareil, vous pouvez mettre dans le chat l'année. Alors, 65, de 65, 68. Là. Bon, on voit la couleur verte. Effectivement, c'est depuis 1965. Je sais pas pourquoi on voit pas la couleur verte en plein écran. Depuis 1965, les femmes ont une autorisation d'ouvrir un compte bancaire seul et de travailler sans le consentement de leur mari. Donc, on peut se dire que c'est quand même assez récent, ça fait moins de 60 ans. Donc, c'est quasiment seulement 2 générations. Donc, on imagine bien que l'une des qualités à développer quand on est une femme et quand on est chef d'entreprise, c'est développer son intelligence financière et sa gestion financière. Non pas qu'il n'y ait pas les compétences, mais je pense que du fait de la société dans laquelle on est, qui est globalement assez patriarcale, les femmes ont encore cette posture de demander l'avis et peuvent avoir beaucoup de mal avec l'argent. Il y a Christine Lagarde, que vous connaissez, qui disait que lors de sa carrière en cabinet d'avocat, elle n'a jamais rencontré une femme venue lui demander une augmentation de salaire, en tout cas de rétrocession, alors qu'elle a vu beaucoup d'hommes venir lui demander des augmentations. Donc, la première chose pour cette deuxième clé sur la posture, c'est de changer la posture et d'identifier la différence entre une posture de salarié et une posture d'entrepreneur. Même si tout à l'heure, je vous ai dit que c'est plutôt quelque chose de général, c'est le fait d'entreprendre, il y a une grande différence entre la posture d'un salarié ou d'une salariée et la posture d'un ou d'une entrepreneur. Est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous, ce qui vous vient comme ça spontanément, quelle est la plus grande différence, d'après vous, dans la posture entre un salarié et un entrepreneur? Le cadre, ouais. C'est vrai, quand on est salarié, comme je disais tout à l'heure, il y a un cadre autour de nous. Il y a le cadre de l'entreprise, il y a le code du travail, il y a la hiérarchie, le pouvoir le rapport hiérarchique. Les responsabilités, Vanina, OK. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous entendez? Prise de recul, sécurité financière, plus de responsabilité chez l'entrepreneur, décisionnel, l'engagement, le fait d'être décisionnaire, de prendre ses responsabilités quand on est entrepreneur. Effectivement, tout ce que vous dites, c'est très juste. L'objectif, la solitude, la prise de risque. Merci, merci pour vos retours. Alors effectivement, il y a énormément de différences entre un salarié et un entrepreneur. Pour moi, la grande différence, c'est que si on se place du point de vue, on va dire, comptable, même si je ne suis pas comptable, c'est que quand on est salarié, on est une charge comptablement, en tout cas financièrement, et quand on est entrepreneur, on est une source de revenus, de richesse. Et là, même si on ne se voit pas comme ça et qu'on est bien plus et que tout ce que vous avez dit et que j'imagine vous continuez à dire dans le chat est vrai, il y a vraiment une grande différence entre la posture quand on est salarié, on reçoit un salaire, on a un job description, on a un cadre, on a un salaire à la fin du mois. Quand on est entrepreneur, on n'a pas de garantie et on est soi-même entrepreneur de sa sécurité financière, de ses décisions. Et donc, c'est une posture qui est complètement différente et qui demande en fait d'avoir une vision. Quelqu'un a parlé d'objectifs dans le chat. Pour moi, il y a vraiment, dans ces clés, c'est vraiment d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire pour votre entreprise, mais aussi pour vous. Parce que, vous l'avez dit aussi, il y a ce côté solitude. Si vous êtes par exemple solopreneur, on ne peut pas dissocier la vision, pour moi, de l'entreprise, de votre vision personnelle. Donc, le premier point, c'est vraiment de clarifier votre vision. Est-ce que vous avez une vision déjà? Est-ce que vous voyagez à vue, hein, ou est-ce que vous avez une feuille de route? Si on prend la voiture sans direction dans le GPS, on va être à l'intuition, on va sûrement voir des choses sympas, mais en revanche, on va peut-être pas arriver à l'endroit où on veut arriver et peut-être pas arriver à l'heure à laquelle on veut arriver. Donc c'est tout un équilibre, bien sûr, entre
du lâcher-prise et de la vision. Donc, il faut avoir une vision. Il faut travailler, pour sortir cette vision, il faut travailler sur votre entreprise et non dans votre entreprise. La différence entre travailler dans son entreprise et sur son entreprise, elle est hyper importante. Si je travaille dans mon entreprise, finalement, je suis salariée de mon entreprise, c'est-à-dire que je suis dans le quotidien, je suis dans les mains dans le cambouis et je n'ai pas de recul. Si je travaille toujours dans mon entreprise, c'est très difficile de travailler sur mon entreprise. Travailler sur votre entreprise, c'est travailler sur la vision de votre entreprise, c'est travailler sur votre valeur, c'est travailler sur votre stratégie, travailler sur vos objectifs, c'est travailler sur votre temps, votre gestion au temps, vos prérequis, vos besoins non négociables. Tout ça, c'est un travail de fond qui se fait. Idéalement, en étant accompagné, c'est toujours mieux parce que seul, c'est vrai qu'on est la tête dans le guidon. Donc l'accompagnement, ça peut être avec un coach, ça peut être avec un réseau, ça peut être avec un groupe d'entrepreneurs, mais travailler sur votre vision, c'est hyper important et surtout avoir un équilibre entre ce que j'appelle l'énergie féminine et l'énergie masculine. Enfin, ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ici, c'est ce lien que je fais. L'énergie féminine, elle est plutôt dans l'être, plutôt dans l'intuition. L'énergie masculine, elle est plutôt dans le faire, elle est plutôt dans l'action. Donc, si j'ai une vision qui est uniquement dans l'action, je vais perdre un petit peu d'âme dans mon entreprise. Si j'ai une vision qui est uniquement dans l'intuition, je vais perdre en sécurité et en cadre. Donc, c'est trouver cet équilibre entre les deux. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre du temps, de bloquer du temps libre pour vous, qui n'est pas en fait vraiment du temps d'exécution, mais qui est du temps qui va vous permettre de clarifier votre vision. Dans la vision, il y a aussi pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est dans votre parcours si singulier qui fait que aujourd'hui vous proposez un service plutôt qu'un autre? Dans la posture, on a aussi développé des compétences nécessaires. J'ai parlé tout à l'heure de chef d'entreprise. Tout l'aspect, par exemple, de la trésorerie, euh, tout l'aspect du marketing, de la communication. J'ai vu qu'il y avait des coachs parmi nous. C'est vrai que quand on est dans une prestation de service, il y a tout un aspect de communication qui est à connaître et pour beaucoup qui est de l'ordre de l'inconnu et de la découverte. Et au moment où on se lance, on n'a pas les clés. Et si on n'a pas les clés, ben, on se retrouve face à nos croyances, face à notre manque d'estime probablement, face à notre manque de confiance, face à nos peurs, face à nos résistances. Et c'est très dur de le faire seul. Donc, il y a vraiment des compétences à développer. Donc là, c'est un petit peu d'aller travailler aussi quelle est votre zone de génie. Où est-ce que vous êtes bon? Où est-ce que vous avez des compétences? Et demandez-vous quelles sont les autres compétences que vous avez besoin pour faire vivre votre entreprise de manière viable et que voulez-vous en faire? Est-ce que vous voulez les apprendre, les acquérir ou est-ce que vous voulez les déléguer? Chez les femmes entrepreneurs, je constate qu'il y a très souvent, et même chez les femmes salariées d'ailleurs, il y a très souvent des problèmes à déléguer. Elles attendent très souvent, comme elles peuvent attendre dans leur vie personnelle avec une charge mentale énorme, elles peuvent attendre très souvent de demander par exemple à leur conjoint de faire quelque chose. Elles vont attendre aussi très souvent pour déléguer dans leur entreprise. Alors évidemment, c'est un petit peu caricatural, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on constate quand même que chez les entreprises tenues par des hommes, très rapidement, ils prennent des stagiaires, ils prennent des alternants, ils délèguent, ils prennent des prestataires. Les femmes ont souvent un petit peu le syndrome de la bonne élève, sont souvent des élèves parfaites, elles veulent tout bien faire et elles veulent contrôler, hein, finalement, que ce soit fait comme elles, elles ont du mal à lâcher le contrôle. Et donc, un autre conseil sur cette posture, c'est vraiment déléguer. On peut en France avoir un ou une stagiaire pendant 2 mois, sans que ce soit rémunéré. Donc c'est pas une question d'argent. C'est pas une question aussi d'évolution de votre entreprise parce que très tôt, vous aurez, pardon, des choses que vous allez pouvoir déléguer à un ou une stagiaire. Et enfin, au niveau de la réussite, il y a vraiment l'entourage. Quelle est la qualité de l'entourage? L'entourage proche, donc compagnon, compagne, l'entourage, le cercle d'amis et aussi l'entourage d'autres entrepreneurs qui peuvent vous accompagner à vous sentir moins seul. Il y a beaucoup de réseaux, il y a très peu de réseaux qui correspondent à votre singularité. Donc, il faut aussi bien choisir ces réseaux pour ne pas aller dans des réseaux qui ne vous correspondent pas en pensant qu'il faut absolument faire comme ça. Donc, si je résume, il y a vraiment une posture qui nécessite un équilibre intérieur entre l'énergie masculine et féminine et qui nécessite d'aller travailler sur des compétences techniques
pour pouvoir faire vivre votre entreprise, qui nécessite de déléguer. On ne peut pas faire grandir une entreprise sur le long terme si on fait tout seul, parce qu'il y a énormément de casquettes quand on est entrepreneur et on ne peut pas tout faire, ou alors on peut le faire, mais au détriment, à un moment donné, de notre santé mentale et physique. Et le point est également de la vision est très important. Justement sur la vision, je voulais faire un petit rappel sur la loi de Pareto que vous connaissez peut-être, qui est la suivante, qui est que part du principe que 20 de vos actions vous donnez 80 de vos résultats. Ce sont des actions qui vont être stratégiques. Ça va être les grosses pierres à poser avant d'aller rajouter les petits cailloux autour. Les grosses pierres à poser, elles vont dépendre de chaque personne et elles seront pas les mêmes pour tous. Donc, il y a vraiment un travail d'identification de vos priorités non négociables. Et c'est pour ça que la délégation est importante parce que dans les 80 qui vont amener 20 de résultats, si vous passez 80 de votre temps sur des choses qui amènent que 20 de résultats, et du coup, vous n'êtes pas stratégique et vous ne gagnez pas suffisamment en efficacité. Et probablement que ces 80 peuvent être délégués à des personnes qui feront bien, voire mieux que vous. Alors que les 20 c'est là où on a la clé, de sa stratégie, la clé de ses priorités et ces 20 là vont nous donner les 80 de résultats. Donc c'est aussi sortir, la tête, du guidon, sortir du travail de dans mon entreprise pour aller travailler sur mon entreprise, être aussi, agile et regarder ce qui fonctionne, faire des points récurrents. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a fonctionné? Quels sont mes prix? Qu'est-ce que j'ai acquis comme nouvelles compétences? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je supprime? Parce qu'on peut avoir une vision, mais il y a aussi la réalité. Donc il faut un petit peu comparer les 2 et en comparant les 2, vous allez savoir où mettre, votre focus qui va être sur ces 20. Donc voilà pour la deuxième clé qui est vraiment une posture de chef d'entreprise, de dirigeant, une posture de parent finalement, à la fois être le père et la mère, pardon, de votre entreprise. La troisième clé, je vais aller, sur cette troisième clé et vous poserez vos questions à la fin parce que je vois qu'il nous reste, 10 minutes, c'est déployer sa puissance. On dit souvent que les femmes ont plus peur de leur puissance que de leurs limites et je le crois, profondément pour l'avoir expérimenté et l'expérimenter moi-même et pour accompagner d'autres personnes. Les femmes ont très souvent peur d'être vues, de prendre trop de place, d'être vues comme des personnes, trop ambitieuses, qui prennent la place des autres, qui ne sont pas assez humbles. Elles vont avoir du mal à déployer leur puissance parce que tout simplement, on est dans une société qui, donne beaucoup d'injonctions contradictoires aux femmes et l'entrepreneuriat peut être un moyen pour vous de déployer votre puissance de femme. Ça va être déployer votre créativité, déployer votre leadership, déployer, toutes vos ressources que vous ne pouvez pas, peut-être exploiter dans votre quotidien. Donc pour déployer sa puissance, il faut faire un travail déjà, je pense, intérieur et un travail corporel. Parce qu'il y a un lien très fort entre ce que je projette et et la puissance. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des complexes, du rapport au corps, du rapport à l'image, du rapport, à la féminité, enfin, toutes ces choses vont avoir un impact sur ce que je veux bien projeter et beaucoup de femmes vont rentrer dans ce que j'appelle un petit peu des caricatures d'hommes pour pouvoir prendre leur place et c'est pas un jugement, mais c'est simplement que la société est un peu faite comme ça, elle nous permet pas forcément de nous émanciper. En tout cas, elle le permet beaucoup plus maintenant. On a beaucoup plus de modèles de femmes entrepreneurs. Mais voilà, c'est déployer votre puissance et ça, c'est un travail plutôt d'assertivité, de leadership. Alors, je voulais vous montrer, une image, c'est pas affiché. Ah, d'après vous, d'après toutes ces personnes, alors donc il y a Nathalie Portman, Penelope Cruz, Michelle Obama, Lady Gaga, Tom Hanks. D'après vous, parmi ces 5 personnes, laquelle n'a pas un syndrome d'imposture? Vous pouvez mettre dans le chat 1, 2, 3, 4, 5. Si vous regardez comme ça, d'après vous, qui n'a pas de syndrome d'imposture, qui ne sent pas syndrome d'imposture ou d'imposteur? C'est vraiment d'avoir l'impression d'être là par hasard, de ne pas avoir les compétences, de ne pas être au bon endroit, d'avoir l'impression que là où on est n'est que le fruit du hasard et non pas le fruit de nos efforts. Donc d'après vous, d'après toutes ces personnes qui ont reçu des prix et qui ont fait des choses importantes dans leur carrière, d'après vous, laquelle n'a pas de syndrome d'imposteur? Alors,
2, 3, 3, 3. Donc 2, c'est Penelope Cruz. 3, Michelle Obama. Aucune. Nathalie Portman. Tom Hanks. Donc voilà, c'est assez varié dans les réponses. Michelle Obama. Alors, une personne qui a répondu aucune, en fait 3 personnes, parce que je crois que vous êtes 3, qui ont répondu aucune. Et effectivement, aucune de ces personnes n'a pas de syndrome d'imposteur. C'est-à-dire qu'elles ont toutes dit à un moment ou un autre qu'elles se sentaient illégitimes, qu'elles ne se sentaient pas à leur place, pas compétentes, alors que d'un point de vue extérieur, ce sont des personnes qui ont réussi, qui ont des prix, qui ont écrit des livres, qui ont fait des best-sellers, des films à succès, etc. Et elles ont toutes ce syndrome d'imposteur. Et c'est pour ça, le grand message, c'est de ne pas attendre que votre syndrome d'imposture cesse pour prendre votre place. Parce qu'en fait, il ne cessera pas, il va diminuer, vous allez en être consciente, mais vous allez y aller quand même. Et plus vous allez avoir conscience de ce syndrome et plus vous allez avoir conscience de vos réalisations tangibles, plus vous allez prendre des risques et vous autoriser à accepter des challenges. Souvent, dans les offres d'emploi, ce qui est précisé, c'est que les femmes vont attendre d'avoir toutes les compétences pour postuler, quand les hommes vont y aller, même s'ils n'ont pas toutes les compétences. Si on a une offre qui indique par exemple directeur/directrice, certaines femmes vont hésiter à postuler parce qu'elles vont avoir l'impression qu'on cherche plus un directeur qu'une directrice. Donc là, le message, c'est vraiment d'aller déconnecter le syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose vraiment général qu'on voit chez les hommes et chez les femmes, plus chez les femmes, de déconnecter de qui vous êtes, de votre puissance, pour aller assumer votre propre leadership. Et dans ce propre leadership, il faut que vous vous demandiez quel est le leader que vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'être un entrepreneur qui correspond à ce qu'on entend par un entrepreneur, de rentrer dans des cases un petit peu préconçues, ou est-ce que vous avez envie de créer votre propre façon d'être un leader, de guider votre entreprise à votre façon? C'est là où vient vraiment l'audace de faire différemment, de créer des entreprises qui soient différentes, d'ajouter des services qui ne sont pas attendus et qui vont faire la différence. Pour les personnes qui connaissent la stratégie Océan Bleu, enfin le livre Océan Bleu en marketing, on considère que le monde économique, le business est un océan rouge, c'est-à-dire que toutes les personnes proposent finalement la même chose et que dans cet océan, on va avoir quelques entreprises qui vont avoir ce qu'on appelle un océan bleu, qui vont être vraiment à côté, hors concurrence. Et cet océan bleu, c'est aussi accepter sa singularité et son leadership. Une entreprise océan bleu, ça va être par exemple Apple, qui a relié la calligraphie avec le côté ordinateur. Ça va être aussi des compagnies aériennes qui vont proposer des services en plus. Il y a vraiment toujours ce point de différenciation. Donc, allez vous demander qu'est-ce qui vous différencie dans votre parcours. Est-ce que vous avez envie de faire comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs, comme vous imaginez ce qui doit être fait, ou est-ce que vous avez envie de faire différent? Et si vous ne le faites pas, demandez-vous pourquoi. Et enfin, il y a un point important sur la source de votre énergie. Quand on est entrepreneur, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et donc, il y a vraiment un rapport au corps, à la vitalité, à l'alimentation, à la supplémentation, à l'activité sportive, aux soins de soi, au temps pour soi. Tout ça, vous pouvez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec mon activité. Mais si, parce que quand on est entrepreneur, comme vous l'avez dit, on est à la source de son entreprise. Et donc, forcément, la vitalité que vous allez avoir, ça va être la résilience que vous pouvez avoir dans votre entreprise afin d'éviter le burn-out. Souvent, on pense qu'être entrepreneur, c'est un gage de liberté, mais c'est faux parce que parfois, on peut créer sa propre prison, on peut être son pire patron et on peut faire un burn-out en étant entrepreneur alors qu'on ne l'a pas fait en étant salarié, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de puissance. Si je résume un petit peu, ça va être déjà vous donner des bonnes choses pour avoir de la vitalité, oser faire différemment, prendre votre place, vous faire accompagner sur votre leadership
et travailler, si c'est nécessaire, sur le corps et l'image de soi pour pouvoir prendre votre place et rayonner sans avoir l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre, qui est très souvent ce qu'on entend chez les femmes, qui sont très souvent empathiques et bienveillantes et qui ont peur aussi du regard et du jugement des autres dans le côté, dans le déploiement de leur entreprise et même dans leur entourage. Donc voilà, sur cette dernière clé, si vous pouviez me dire de 1 à 10, à votre avis, vous êtes à combien dans le déploiement de votre puissance? Je fasse attention parce qu'il y a des chiffres qui sont sur l'ancienne question. OK, 7, 6, 3, 7. Et bien, ce que je vous propose, c'est de partager pour ceux et celles qui le souhaitent, enfin celles qui le souhaitent, les questions, les axes, enfin si certaines disent être à 4, à 6, à 3, mais qu'est-ce qui vous manque d'après vous? Quelle est la partie qui est nécessaire, pour aller déployer votre puissance? Avant d'aller sur les questions, je vous ai mis ici quelques ressources. Un livre sur l'estime de soi que j'aime beaucoup de Christophe André, qui va être plutôt sur la première clé. Un livre de Clarissa Pinkola Estés, Les femmes qui courent avec les loups, qui reprend des contes et qui les raconte différemment pour renouer avec la puissance féminine. J'ai mis aussi mon livre J'assume mon hypersensibilité si vous êtes hypersensible pour aller vraiment mieux vous connaître, vous comprendre. Et la vidéo qui est très connue de Simon Sinek sur le why pour aller clarifier votre vision. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici mon mail contact@aureliamonaco.com, mon site. Si vous voulez que je vous accompagne, si vous avez des questions, vous avez un lien ici que vous pouvez cliquer en QR code pour un rendez-vous offert et je vous le mettrai dans le chat pour échanger plus précisément. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec les questions, la place de réussir sa vie de femme et entrepreneur, la place de cette question est quand même assez particulière, on n'a pas de réponse toute faite. Donc, je serais ravie de vous accompagner à développer votre singularité, à mettre en forme vos idées, à renouer avec votre créativité. Donc, je vous propose de passer aux questions-réponses dans le chat. Vous pouvez allumer vos caméras, partager ce qui a résonné pour vous, peut-être celles qui ont répondu sur la puissance. Qu'est-ce qui vous manquerait d'après vous pour aller connecter à votre puissance en tant que femme et entrepreneur? N'hésitez pas, je suis disponible pour répondre à vos questions ou simplement à vos partages. Voilà, je ne sais pas, si Claire, tu as envie de oui, Vanina? J'ai vu j'ai vu une caméra s'activer, je pensais que vous vouliez, partager ou poser une question. Je me suis dit: «Claire, comme on est en accompagnement tous les 2, toutes les 2 pardon, si, est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné, pour toi, par rapport à ce sujet d'entreprendre, en tant que femme?» Alors, du coup, j'ouvre mon micro, si tu me permets. Pour, Oui, voilà, bien sûr, là, pour le coup, oui. Merci ouais, pour ton partage avec ces différentes clés. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est des choses que je travaille aussi pour moi, pour mon entreprise, donc à travers l'accompagnement que tu me proposes. Et ce qui a beaucoup résonné pour moi et ce qui est encore important aujourd'hui, c'est vraiment le retour à soi, le retour au corporel aussi dont tu as parlé, qui a été vraiment la clé pour moi pour lâcher le mental, faire de la place en fait à des nouvelles croyances et abandonner, enfin pas toutes, mais en tout cas un certain nombre d'anciennes croyances qui étaient installées depuis bien longtemps liées à mon éducation. Hein. Il y a plein d'autres choses qui sont aussi dans la société, le travailler dur, travailler beaucoup, voilà, qui m'a entraînée au burn-out. Et en fait, moi, je suis convaincue qu'on peut travailler moins, mais mieux, autrement en tout cas. Et c'est aussi ce que je veux partager avec mes clients et mes clientes, parce que je veux aussi contribuer voilà, à faire passer ce message et à oser en fait passer à l'action, de faire autrement. Essayer, tester, et qu'est-ce qui va se passer de grave en fait? Qu'est-ce qui peut se passer de tester autrement finalement? Il peut se passer que des bonnes choses en vrai. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'expérimente encore, parce que c'est un long chemin, c'est sans fin. Mais en tout cas, quand on essaye autrement, on constate des résultats insoupçonnés.
Moi, j'ai énormément réduit mon volume de travail, mon nombre d'heures de travail, et pour autant, je fais un chiffre d'affaires que je ne faisais pas auparavant, plus important. C'est pas des paroles en l'air, en fait, c'est vraiment du concret. Oui, c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est important de remettre les pendules à l'heure et de quitter les croyances et le mental pour revenir dans le concret, dans le réel. Et ça, pour moi, ça passe vraiment beaucoup par ce travail corporel. Voilà, donc c'est ça qui résonnait particulièrement pour vraiment déployer toute sa puissance. Alors, il y a encore du chemin à faire, hein, moi je veux encore en faire, mais c'était le partage là spontané qui me venait par rapport à ce que tu disais. Ouais, on ne se doute pas forcément que le corps a un lien direct avec l'entreprise et pourtant, je pense que en miroir, la façon dont on traite notre corps peut être la façon dont on se traite dans notre entreprise. Et plus on prend soin de soi et plus on prend du temps pour soi, plus on peut avoir une vision qui est claire. Et c'est intéressant que tu dises que tu n'as jamais, j'allais pas dire aussi peu travaillé, mais en tout cas que tu as réduit ton temps de travail et que tu as augmenté ton chiffre d'affaires. Parce que ça rejoint un petit peu la loi de Pareto dont j'ai parlé aujourd'hui, qui est de quand on fait les choses différemment et qu'on met son attention plus importante sur certaines choses, voilà, on a d'autres résultats. Et puis après, il y a toutes les croyances effectivement de travailler dur, etc. C'est c'est aussi à déconstruire. En tout cas, merci Claire, c'était super d'avoir la surprise que tu sois là et que tu puisses Avec partager de plaisir. ton expérience. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut activer sa caméra, soit poser une question, soit partager un retour d'expérience personnelle, une prise de conscience? Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas réellement d'échecs, on a vraiment des apprentissages. Et s'il y a quelque chose à un moment donné qui fonctionne plus du tout, que ce soit corporel comme le burn-out, que ce soit un problème financier, une faillite, etc., c'est l'occasion de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de se poser ces questions-là pour réajuster derrière. Alors Justine, manque d'équilibre entre la vie de maman et la vie professionnelle, oui, ça c'est un vrai sujet. Comment garder cet équilibre, comment garder une place de femme aussi dans cette vie de maman et vie d'entrepreneur. Euh, c'est tout un sujet. Et, euh, et Claire, bon, j'ai pas envie de te faire parler tout le temps, mais je sais que tu es maman de 2 enfants et le temps que tu prends aussi pour toi, pour ton entreprise, mais je pense que c'est du temps où tu es dans un autre état aussi avec tes enfants et ça permet de gagner en temps de qualité aussi. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi comment on le passe. Complètement, si je peux juste, Bien sans sûr. vouloir trop la parole, mais en tout cas, ça me parle beaucoup, ça, parce qu'effectivement, moi, j'ai 2 filles, hein, de 9 ans et 7 ans bientôt pour la dernière. Et en fait, c'était très compliqué aussi. La vie à la maison, c'était très tendu. Voilà, finalement, il y avait de la place pour rien en qualité, en fait. J'étais partout, dans tous les sens, partout, mais rien de très. Enfin, rien qui était complètement OK pour moi, en fait. Il n'y avait aucune facette qui était complètement OK. Et depuis que j'ai vraiment repris du temps pour moi, mais vraiment, vraiment, et que je me mets en priorité dans ma journée, c'est moi d'abord, avant même mes enfants, eh ben, ça a tout changé. Ça a changé énormément les choses dans le relationnel familial, en fait, avec mon conjoint, avec mes enfants, au plan pro. Enfin, c'est tout qui s'aligne, en fait. Et c'est vraiment essentiel de revenir à soi, de se remettre soi en priorité, parce que si nous, on ne s'occupe pas de nous, bah, personne ne va pouvoir le faire à notre place. Et si nous, ça ne va pas, ça ne pourra pas aller non plus avec les autres, ni au plan pro, ni au plan perso. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, quoi. Ouais. Ouais, merci beaucoup pour le partage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire aussi, et de modes de fonctionnement, d'où la délégation. Et en tant que maman, ça peut être compliqué de se prioriser parce qu'on peut avoir l'impression qu'on met de côté ses enfants. Or, si je fais le lien avec l'estime de soi, il y a aussi ce côté, si le bonheur de maman dépend que des enfants, c'est pas la meilleure façon pour un enfant d'avoir une bonne estime parce qu'il se sent aimé, du coup, conditionnellement, et il va avoir après des croyances plus tard de je dois faire plaisir pour être aimé. Donc voilà, merci beaucoup Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y a un partage de citations. Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème un coup. C'est pas faux. Je voulais juste intervenir. Je m'appelle Corinne. Bonjour Corinne. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous nous avez dit, c'est aussi la partie audace et faire différemment.
Parce que je vois que quand on est entrepreneur femme, on est très souvent en concurrence avec des entrepreneurs hommes qui ont tendance à nous emmener sur leur terrain, qui est un terrain de guerre, qui est un terrain qui n'est pas toujours très sympathique. Et moi, j'ai eu l'impression que les femmes avaient tendance à être beaucoup plus bienveillantes et qu'elles se font et qu'on est tiré vers cette façon dont les hommes ont tendance à traiter le business par des coups bas, par de l'agressivité, etc. Et qu'on en perd finalement notre propre façon d'être. Attirée, du coup, moi aussi, je suis maman de 3 enfants, être attirée à travailler des heures pas possibles, finalement, comme eux, pour essayer de jouer sur leur terrain, alors qu'en fait, je pense qu'on peut parfaitement jouer sur un autre terrain et être beaucoup plus gagnant. D'abord gagnant parce qu'on est en adéquation avec nous-mêmes. Et puis que finalement, derrière, on sème toujours, enfin, on récolte ce qu'on sème, et quand on sème plus de bienveillance auprès de nos propres clients, la compétition est peut-être presque même plus décontenancée parce qu'elle ne comprend pas vos règles qui sont différentes des leurs, et que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, quoi. Oui, c'est hyper important. Merci de le partager parce que c'est de la suradaptation, en fait, et puis c'est un petit peu s'adapter à ce qu'on pense être une règle parce qu'elle est celle qui est la plus visible ou celle qui est la plus utilisée ou la plus nombreuse. Et ça marche effectivement dans le business, ça marche dans le marketing, ça marche dans l'organisation du travail, dans la relation client. Et je pense qu'on a tout à gagner à faire différemment, à faire en alignement avec qui on est. Et ça, c'est un travail aussi de se faire confiance en se disant, mais je sens qu'il y a une dissonance, je sens que ça ne me convient pas. Et se faire confiance de faire différemment parce que le côté, le plus grand nombre peut nous donner l'impression qu'on est bizarre de travailler ainsi. C'est pour ça que tout ce qui est, ce séminaire comme aujourd'hui, enfin ce webinaire, c'est d'entendre que l'on ne se sent pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui pensent, de la même façon, de créer des réseaux, de faire différemment. Ça permet aussi de créer des collectifs qui vont être plus sains sur la durée, et des business plus viables. D'autant plus que moi, tout ce que j'ai entendu que vous disiez, c'est des choses que je ressens, mais ne sachant pas que les autres femmes, enfin, si vous en parlez, c'est que d'autres femmes le ressentent. Et je me disais, ah bon, alors c'est pas moi perso, c'est pas moi le problème. Mais ça va beaucoup mieux. Je suis ravie, parce que ça, c'est un sujet récurrent, d'être seule. C'est la solitude aussi du dirigeant, mais aussi les femmes peuvent être seules parce qu'elles sont en moins grand nombre, qu'elles n'ont pas forcément d'autres personnes dans le même domaine, et puis croire que finalement le problème vient d'elles et qu'il y a un problème avec elles et qu'elles devraient changer leur pensée, au lieu de se dire finalement, est-ce que le problème ne viendrait pas de la situation et que j'ai la solution en moi et que justement, je ne suis pas la seule à avoir cette solution. C'est un changement de perspective, et c'est vrai que c'est très rassurant et encourageant de sentir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Faire différemment, s'autoriser à faire différemment, à créer ses propres codes. Donc ça, c'est un travail aussi un petit peu de fond. En tout cas, merci Corinne, ravie que ça puisse vous apporter. C'était très agréable de vous entendre, en tout cas. Merci beaucoup, merci pour votre retour. Merci à tous, à toutes. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut conclure. Je ne sais pas si Jean-François, tu veux intervenir. Claire dit, on a toutes les mêmes vies, les mêmes préoccupations. Oui, après, ce qui manque, c'est le temps et le lien pour en parler et pour se connecter. Je vous ai mis dans le chat un lien si vous voulez prendre rendez-vous pour une séance offerte. Si je peux vous aiguiller, vous accompagner, s'il y a des questions plus personnelles auxquelles vous voudriez que je réponde et que vous n'avez pas envie de partager aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Je vois que tout le monde active sa caméra. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent interagir, poser une question, un partage avant qu'on clôture? Merci vraiment à toutes pour votre présence. Aux personnes qui regarderont en replay, parce qu'il me semble qu'il y a un replay Bérangère. Il y avait un mot, super, ouais. Vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez, s'il y avait un mot pour clôturer ce webinaire, n'hésitez pas à le partager dans le chat si vous n'avez pas l'opportunité de prendre la parole. Et puis Jean-François, si tu souhaites nous partager ce que tu as retenu. Voilà, retenu beaucoup de choses, mais en tout cas, merci à toi Aurélia d'avoir animé ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir participé et échangé. Je crois que le sujet a intéressé. Donc n'hésitez pas à contacter Aurélia. Je sais que elle prendra soin de chacun d'entre vous.
en toute confiance. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-François, merci à toutes. Un grand merci, je vous souhaite une très bonne journée. On reste en lien. Vous avez donc là le lien pour prendre rendez-vous. Puis je vous mets aussi dans le chat mon email, c'est contact@aureliamonaco.com et mon site aureliamonaco.com. Comme ça, vous avez toutes les infos. Puis je pense qu'on vous enverra aussi la présentation avec les liens sur les ressources et tout ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui. Merci à toutes. Merci Jean-François, merci Bérangère, merci Safijek pour votre confiance et je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.